Bienvenue à Chronique en Rose. Ici, nous célébrons la force, la résilience et le courage des femmes. Chaque épisode est un voyage dans l'univers de la santé féminine. Un hommage à toutes celles qui font face aux défis, au silence et aux tabous, avec grâce et puissance. Nous parlerons de tout, des petites victoires aux grandes batailles, en passant par les vérités que l'on cache trop souvent derrière un sourire. Que vous soyez ici pour vous informer, vous inspirer ou simplement trouver un espace où vous sentir comprise, Chronique en Rose est là pour vous. Ensemble, nous explorons ce que signifie être une femme, aujourd'hui et chaque jour, avec authenticité, détermination et une touche de douceur. Accrochez-vous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie. Bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je fais intervenir une femme qui est kiné et ostéopathe, qui est très solaire, très souriante et j'ai vraiment beaucoup de joie de vous la présenter puisque elle travaille sur un sujet très important et qui m'a beaucoup touchée. Et en même temps, j'aimerais qu'elle puisse faire partager sur tout ce travail qu'elle fait, elle, de son côté, pour les femmes qui sont touchées d'endométriose. Donc, je te souhaite la bienvenue, Aurélie, dans ce podcast. Merci beaucoup, San, c'est très très gentil. Je suis super heureuse de pouvoir partager et échanger avec toi parce que comme je te le disais, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur d'aider au maximum les femmes dans les divers épisodes de leur vie qu'elles peuvent vivre. Et donc voilà, je suis très heureuse d'être là. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup d'être là. On est très reconnaissante de ce que tu vas nous partager. Dans un premier temps, j'aimerais que tu nous dises qui tu es, Aurélie. Qui je suis? Comme tu disais, je suis kiné-ostéo. Je suis maman je dis souvent 3 enfants parce que donc, j'ai perdu une petite fille entre les deux. Donc, je suis maman de 2 enfants, une grande qui a 9 ans et un petit qui a 3 ans demain, où on fait la fête. Oui, voilà. Et donc, j'ai fait kinésithérapie. Et puis, par la suite, quelques années plus tard, quand même, j'ai fait ostéopathie. Et entre les deux, je me suis énormément formée sur tout ce qui est abdominopelvien, périnatalité. Donc, ça va de j'ai des douleurs pendant les rapports amoureux, à j'ai des ballonnements, à j'ai des fuites urinaires, à la ménopause me cause des soucis. Enfin, voilà, tout le suivi chez la femme principalement, vraiment. Je me suis vraiment concentrée là-dessus. Et puis, toutes les préparations à la naissance, la grossesse, toutes les différents stades de vie que peut avoir la femme, et notamment aussi les douleurs menstruelles, du coup, qui m'ont fortement intéressée. Très bien, très beau parcours, merci de t'être présentée. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant que kiné et ostéo et de ce qui du coup t'a amené à te spécialiser dans l'abdominopelvien et du coup après dans l'endométriose? Oui, alors c'est un peu venu à moi, entre guillemets, dans le sens où je savais que je voulais faire sur la femme. Les stages qui m'ont plus plu quand j'étais en dernière année de kiné, c'était la périnatalité. Je trouvais cet univers mystérieux et puissant. Je trouvais ça très impressionnant en voyant des femmes qui vivaient un accouchement. Et donc voilà, c'est quelque chose que je trouvais assez curieux. Ça m'intéressait énormément. Et donc, je me suis de plus en plus formée. Et puis, c'est, je pense, les patientes qui m'ont amené ça. Parce qu'à force d'échanger avec les patientes, je me suis rendu compte que, si tu veux, moi, kiné, j'étais très frustrée parce qu'on a cette vision un peu, parfois arrêtée, biomécaniquement parlant, mais le ventre, on en parle très, très peu, ce qui se passe dans le ventre. Et moi, ça me touchait, ça résonnait en tant que femme parce que je me suis dit, mais en fait, il y a plein d'événements qu'une femme vit, que ce soit les menstruations, les règles, que ce soit les changements hormonaux, tous les cycles. J'explique toujours à mes étudiants, quand vous avez un homme, il a son cycle hormonal, voilà, c'est un joli plateau hein, qui va se réduire à la fin peut-être de sa vie progressivement. Et puis, je dis, vous avez la jeune femme qui, à partir du moment où elle va avoir des règles, va avoir toutes les semaines déjà des petites vagues, puis va avoir une grossesse avec des trucs qui vont se modifier. Et puis, plus elle a de grossesse, plus elle aura de modifications. Et puis après, elle va avoir la fameuse ménopause où elle va de nouveau chuter. Et je trouve ça terrible qu'on enferme les femmes en disant, oh, mais elle est sensible, regarde, elle a ses règles, elle est comme ceci, elle est plus émotive. Mais si les hommes vivaient les mêmes types de changements hormonaux, ils vivraient la même chose. Et donc, c'est arrêter d'enfermer les femmes en disant, mais t'as tes règles, c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'accoucher dans la douleur, tu as accouché, tu n'es pas malade. Et donc, que les femmes prenaient tellement sur elles depuis toujours. Et je me suis dit, OK, s'il y a un truc que j'ai envie de faire comme mission de vie, moi, c'est les aider à chaque étape
tant que je peux, avec mes connaissances, avec ce que j'ai, mais je veux les aider. Et donc ça, c'est venu vraiment progressivement aussi, je pense, de mon histoire, moi, personnelle, familiale. Tout ça, c'est un petit peu imbriqué. Je me suis dit, OK, j'ai trouvé ma place. Moi, je veux aider les femmes dans toutes ces difficultés qu'on banalise, en fait, complètement. Waouh. Voilà. Et puis, ouais, les douleurs, ça m'est venu progressivement. Je sais, j'ai pas de point précis. Je sais qu'on en parlait de plus en plus. C'est un thème réseaux sociaux qui parlait. Je me suis dit, tiens, oui, ces femmes qui ont des douleurs. Et en fait, j'organise un post-master. On a créé avec l'école où je suis une formation pour les kinés déjà qui sont diplômés. Et je fais intervenir plein de gens. C'est un certificat sur 2 ans. Mais notamment beaucoup de gynéco. Et j'ai rencontré quelqu'un qui était spécialisé dans l'endométriose et qui m'a expliqué un tas de choses. Et je me suis dit, waouh. Et donc, j'ai commencé à recevoir des patientes qui avaient ces douleurs-là. Et surtout, ce qui était passionnant, c'est que ce sont des patientes pour l'endométriose qui ne savaient pas où aller, en fait. Elles avaient mal. Le seul traitement qu'on leur donnait, c'était par exemple, le traitement hormonal, mais elles étaient perdues. Et donc, progressivement, voilà, je me suis baignée là-dedans et en fait, je ne me vois pas faire autre chose là pour l'instant. Waouh. Enfin, franchement, c'est super inspirant et super intéressant ce que tu nous dis. Merci. Ça me fait penser à l'interview. Alors, pour celles qui nous écoutent, c'est pas ce matin, mais pour moi, je l'ai tourné ce matin, donc au 13 septembre. Et une jeune femme que j'adore et qui est atteinte d'endométriose et qui l'a appris il y a 6 mois. Et on lui a dit bon bah écoute, je te donne la pilule, tu reprends la pilule et puis on se revoit dans 3 mois pour faire un bilan. Voilà. Et elle ne voulait plus de traitement hormonal, elle avait arrêté la pilule à la base et du coup, ça me fait beaucoup penser à ce que tu dis où les femmes ne sont pas forcément accompagnées quand on leur diagnostique une endométriose et on leur dit bon bah la pilule c'est ton seul choix ou potentiellement de faire un enfant aussi. Au revoir. Donc, ça, c'est sûr que c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, je te remercie de faire partie de ces personnes qui veulent faire bouger les choses et qui se permet de pouvoir aider toutes ces femmes en dehors, bien sûr, d'un traitement, puisque le traitement n'est pas encore la clé et qui n'a pas pour l'instant. Mais merci beaucoup pour toutes ces femmes qui Avec sont là plaisir. et qui nous écouteront et que tu feras des choses pour elles. Je sais que, alors, parce qu'on en a parlé, que tu fais une thèse justement sur l'endométriose en lien avec les dysménorrhées. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en profondeur? Oui, alors bon, c'est un peu complexe, mais donc j'ai commencé un travail de recherche qui doit se finir sur une thèse, et donc je fais de la recherche là-dessus depuis un petit bout de temps. Alors mon objectif, c'est d'essayer de trouver en fait des traitements qui sont avec le moins d'effets secondaires. Parce que comme tu le disais, donc les traitements pour l'endométriose, c'est le traitement hormonal. Il faut savoir qu'à une époque, on mettait les femmes en préménopause. C'est assez terrible quand on connaît les effets secondaires de la ménopause, très jeune. Et puis après, ça a été aussi notamment la chirurgie. Le problème de la chirurgie, c'est qu'on sait que 60% des femmes à 5 ans vont avoir une récidive chirurgicale, donc c'est pas une solution. Et la chirurgie, en fait, enfin, moi, j'ai vu la chirurgie, c'est assez impressionnant. Il m'expliquait, tu peux aller avec le scalpel, ça ne se rompt pas, en fait. Ils sont obligés de brûler. Et donc, moi, j'ai assisté à des chirurgies et c'était impressionnant parce que je me suis dit, mais attendez, là, vous brûlez son tissu de partout, vous refermez, et quoi? J'ai tout ça va cicatriser, mais c'est des tissus à l'intérieur qui doivent bouger les uns par rapport aux autres, qui doivent avoir une certaine mobilité viscérale pour bien fonctionner. Et, et j'ai rencontré des chirurgiens qui m'ont dit, mais oui, Aurélie, en fait, ce qu'on veut là maintenant, c'est trouver un protocole pour aider ces patientes en post-intervention chirurgicale directement. Mais il n'y a rien pour l'instant, il n'y a rien en evidence-based, il n'y a rien en littérature, on ne trouve pas. Il faut tester, il faut chercher. Donc, je suis rentrée un peu comme ça là-dedans, mais OK, on va essayer de chercher. Donc, je teste déjà depuis 3 ans dans un milieu hospitalier une étude et en même temps, j'essaie d'avancer. Et donc, en fait, mon objectif, c'est de trouver des techniques, de voir qu'est-ce qui conviendrait le mieux à la patiente. Chaque patiente est différente. Chaque lésion est complètement différente. Mhm. Et ce qui est très particulier, c'est qu'on sait que ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de lésions qu'il y a beaucoup de douleurs. Donc, on peut avoir des toutes petites lésions et des grandes douleurs. Et beaucoup de lésions, des femmes qui ont des énormes lésions qui sont infertiles, on les ouvre, elles n'ont pas de douleur menstruelle, pas de douleur abdominale, on ouvre, elles sont bourrées de lésions. Et donc, c'était intéressant de se dire, OK, donc c'est pas que en rapport avec la lésion elle-même,
mais c'est en rapport aussi avec le système neuro, qui est peut-être un petit peu, le système algique et douloureux qui est un petit peu suractivé. Donc, il y a tellement de choses, je pense, à faire à côté. Et puis, elles ont des troubles digestifs, des ballonnements, des symptômes que nous, on peut aider au niveau viscéral. Et donc, c'est des techniques plutôt on teste, des techniques abdominales, de voir déjà si ça a un impact sur l'utérus, sur les adhérences. Alors, quand je dis sur l'utérus, je vais être un peu plus claire. Donc, on mobilise pour voir si on s'est redonné de la mobilité aux viscères et est-ce que ça a un impact sur la douleur, que ce soit après une intervention chirurgicale ou pas. Est-ce qu'on arrive à faire quelque chose rien qu'en mobilisant? Et puis, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, on se demande, ça c'est les dernières nouvelles, qui commencent à se demander si les femmes qui ont des règles douloureuses à la base n'ont pas un utérus qui se contracte de trop, dû soit à un problème hormonal, il y avait une deuxième cause, mais je ne m'en souviens plus exactement là maintenant, mais donc cet utérus se contracte de façon trop importante, ça crée des douleurs, et on sait qu'en fait, une des causes étiologiques de l'endométriose, ce serait ces règles rétrogrades, donc des règles qui remontent dans les trompes, en fait, du sang qui remonte dans les trompes, donc de l'endomètre qui est censé être dans l'utérus, qui remonte dans les trompes, et puis qui va se balader partout. Or, normalement, ce sang n'est pas censé être là. Mais on sait que ces règles qu'on appelle rétrogrades, c'est dans, je ne sais plus si c'est pas 80% des femmes qui ont ces règles rétrogrades. Donc, on devrait être 80% à en avoir l'endométriose, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est plus complexe de ça, mais en tout cas, on se dit, OK, est-ce que les femmes qui ont des règles douloureuses dues à un utérus qui se contractent de façon trop importante, ça leur fait mal, augmentent la quantité de sang qui est projetée partout dans l'abdomen et donc augmentent la capacité à développer de l'endométriose? C'est une nouvelle vision qu'il y a pour l'instant. Et donc, moi, je m'intéresse à ça aussi. Là, on va faire des études. Là, maintenant, on va commencer l'expérimentation pour visualiser l'utérus, la contraction de l'utérus, la vascularisation de l'utérus chez des femmes qui ont mal pendant leurs règles, celles qui n'ont pas mal, et de faire certaines techniques de mobilisation douces. L'objectif, c'est d'avoir un traitement qui soit agréable pour la patiente aussi, et d'agir sur le système ortho-parasympathique, de voir un peu le système vasculaire, de voir si est-ce que j'arrive à modifier ces contractions utérines, est-ce que j'arrive à changer la mobilité viscérale par de l'imagerie, en fait, que je peux voir, et évidemment, surtout, est-ce que ça a un impact sur la vie de tous les jours de ma patiente? Est-ce qu'elle va mieux? Est-ce qu'elle a moins de douleur? Et après, à côté de ça, on teste aussi l'activité physique, des choses plus actives, parce qu'on sait, ça on sait que sur la douleur, l'activité physique est censée avoir un effet bénéfique. Malheureusement, dans les dernières études qu'on voit, que ce soit du yoga, que ce soit de l'activité un peu plus cardio, on ne voit pas trop d'effets, ce qui est curieux, chez ces patients atteints d'endométriose. Donc, ça semble être une douleur et des symptômes extrêmement complexes. Et donc, je pense qu'il faut une prise en charge aussi multidisciplinaire, en fait. Et donc, moi, j'essaie juste d'apporter ma patte avec les connaissances que j'ai, moi, dans ma discipline, et en espérant arriver à avoir un protocole qui ferait qu'on serait reconnu si on arrive à publier, d'où l'intérêt de faire la recherche. Et si on arrive à ça, on arrivera peut-être à un remboursement, une meilleure prise en charge des femmes, déjà qu'on les écoute un petit peu plus, et qu'on se rende compte que non, c'est pas normal d'avoir mal pendant les règles, d'avoir mal pendant les rapports amoureux. Et ça, on a discuté un petit peu, et j'aimais beaucoup ce que tu fais dans tes coachings que tu expliquais, parce qu'en fait, la femme, c'est un petit aparté que je fais, mais mon mari vient de refaire un master, il est kiné, mais il vient de faire un master dans les droits de l'enfant. Et il m'expliquait dans ses cours de l'histoire des droits de la famille qu'en fait, il y a un certain temps, dans la famille, le père était le seul et unique dirigeant de la maison et que s'il arrivait quelque chose, même la police n'avait pas le droit de rentrer chez lui, c'était lui qui décidait ce qui pouvait se passer. Après, d'autres choses sont mises en place. Mais donc, si l'homme voulait avoir des rapports, la femme n'a pas à se poser de questions à ce moment-là. Monsieur veut, madame aura. Et donc, on a été mis comme ça sous le joug de ne pas nous écouter. Surtout ne pas faire trop attention à ce qu'on ressent, ce qu'on a. Les douleurs de règles, ça a été la même chose. Moi, j'ai parlé avec un médecin qui est à la retraite et qui me dit, mais Aurélie, le nombre de fois où j'ai dit à des patientes et leur maman, mais oui, mais enfin bon, ce sont des règles, c'est normal d'avoir mal. Et il dit, qu'est-ce que je regrette d'avoir fait passer ce message? Et il dit, c'est notre faute aussi, on a banalisé. Oui. Alors, l'être humain a besoin d'aller d'un extrême à l'autre. On en a banalisé, on en parle beaucoup. Je pense simplement qu'il faut se dire, OK, il faut peut-être avoir une reconnaissance vis-à-vis des femmes et leur dire, on est désolé de ne pas vous avoir écouté depuis toujours. On est désolé d'avoir banalisé ça et
je vous assure, enfin moi, quand je suis avec mes étudiants en master, donc c'est des jeunes adultes, hein, quand on leur dit, je dis en cours, avoir des douleurs pendant les rapports amoureux, et je suis toujours en aparté, sauf si c'est ce que vous souhaitez, ça n'est pas normal. J'en ai toujours 4-5 qui viennent me voir à la fin du cours, et même Ouais. des garçons. Mais donc, quand vous dites ça, madame, enfin bon, c'est un peu normal d'avoir un peu mal avant chaque rapport. Non, non, Mhm. la douleur fait pas partie du truc en fait. Mais c'est pas pour ça que je dis que c'est grave ou que vous êtes une bête bizarre. C'est juste que ça n'est pas normal et il y a moyen de faire autrement en fait. Et donc je pense qu'il faut d'abord déconstruire et j'espère par la recherche que je fais aussi pouvoir dire maintenant vous arrêtez de banaliser ce genre de choses. Et je pense, c'est peut-être bête, mais je pense que ça déjà ça va aider un maximum de femmes, en fait, de leur dire ok, on s'est un peu planté. Et ça arrive, on se plante tous, mais on s'est planté, et maintenant il faut les aider, quoi. Mm. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et déjà, bravo. Bravo pour tout ce que tu mets en place au niveau de la recherche, de ta thèse, des protocoles que tu peux tester. C'est juste super inspirant. Enfin, franchement, c'est incroyable ce que on peut faire quand on est animé déjà aussi par ce qu'on fait. Et puis aussi pour vouloir aider les autres parce que, comme tu dis, c'est pas normal d'avoir mal. Alors oui, avoir des légères douleurs pendant les règles, bon, ça, je pense que c'est normal. Hein. L'utérus n'empêche se contracte de plus ou moins forte. On peut avoir voilà, des douleurs aux ovaires, etc. Mais il y a en fait à un moment donné, toute cette douleur n'est pas à normaliser, comme avoir mal Mm. durant le rapport, enfin, au moment du début du rapport, c'est sûr que c'est pas normal. Donc, c'est vrai que tu fais un travail de dingue, quoi. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et oui, juste petit aparté pour reprendre celle que tu as fait. Avant, les femmes devaient juste obéir sans rien dire. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère, dans une nouvelle société où les femmes maintenant ont beaucoup plus de paroles, même si parfois ce n'est pas assez. Mais simplement juste, voilà, déjà reconnaître que ils ont eu tort de contraindre la femme à leur désir et sous leurs ordres, alors que voilà, c'est une femme, ça reste un être humain. Et je pense que ça aurait été les hommes qui auraient bénéficié de cette merveilleuse autonomie qui est de donner la vie et de pouvoir avoir les règles. Je pense que ça n'aurait pas été tout pareil. Donc, Sans il doute, faut ouais. se remettre en question aussi, messieurs, sur certaines choses. Au niveau voilà, de tes protocoles, de ce que tu peux tester depuis maintenant quelques années, quels sont un peu voilà, les premiers résultats, un peu les découvertes que tu as pu observer en testant ces protocoles, toi? Alors, la première chose qui était intéressante qu'on a vue, c'est que donc on a dû, quand on teste des protocoles, on doit comparer pas par rapport à rien, sinon c'est très compliqué. Et donc, on a comparé des techniques qu'on a fait au niveau du ventre abdominal en post-intervention directe. Donc, c'était J1. Donc, elle se venait opérer, par exemple, endométriose, donc diagnostiquée et opérée. Et on a comparé ça à un protocole où elles avaient des massages à d'autres zones qui pouvaient aussi avoir un impact, mais ailleurs. Première chose qu'on a vue, c'est ça ne leur convenait pas. Donc, elles ont suivi, mais on avait des très mauvais résultats si on n'allait pas sur la zone. D'accord. Donc, ça montre aussi que la femme a aussi besoin d'une reconnaissance parce que poser ses mains sur l'endroit où il y a un problème, c'est aussi reconnaître tu as mal. Et c'est se reconnecter à une zone qui a été très douloureuse pendant pas mal de temps et qui donc du coup elles font un peu abstraction de ce schéma corporel où c'est un mauvais schéma dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui leur apporte du bien, du plaisir et donc le ventre est une zone voilà qui était compliquée pour elles. Donc ça on a remarqué que c'était très compliqué dans les souhaits des patientes et puis on a remarqué qu'aussi l'écoute était quelque chose de très très important et cette reconnaissance de j'ai de l'endométriose. Mm. Et le problème, c'est que on ne peut pas ouvrir toutes les femmes Mm. qui ont mal pour vérifier sa endométriose. Parce qu'on sait qu'en ouvrant et en venant travailler l'endométriose, on peut augmenter l'inflammation et les douleurs. Et donc, c'est extrêmement frustrant pour la femme de se dire oui, mais on ne sait pas si j'ai de l'endométriose et tant que je n'ai pas l'étiquette, entre guillemets, je ne suis pas reconnue. C'est une douleur qui est dans ma tête. Mm.
c'est très dur pour la femme. Et donc maintenant qu'il y a on peut avoir les tests salivaires, mais bon, ils sont enfin, je sais pas chez vous, mais en tout cas, nous en Belgique, ils sont extrêmement chers encore. Ils étaient à 800 euros. Enfin voilà, c'est pas toujours très accessible, mais c'est des tests qui fonctionnent très bien et par la salive, on peut détecter éventuellement l'endométriose. Et moi, j'en suis, mais peut-être que c'est une très mauvaise idée que j'ai et que tu vas avoir des retours énormes et je serais très contente. Mais des fois, je me dis, est-ce que c'est si important pour moi quand une patiente vient de savoir qu'elle a de l'endo ou pas? Pour moi, non. Parce que si une patiente a mal, ça c'est ma vision, elle a mal. Et que donc, je vais faire un maximum de choses pour l'aider pour la douleur. Oui, on peut travailler avec un sexologue, par exemple, qui va travailler sur l'image de l'intimité, du tabou. Et puis moi, je vais travailler sur le physique. Mais la douleur, elle est là. Mm. Et quoi qu'il arrive, il y a une sensibilisation centrale dans le système nerveux central et il y a une sensibilisation périphérique dans l'endométriose. Mais donc, si elle a mal pendant ses règles, en fait, au final, qu'elle soit diagnostiquée en dos ou pas, pour moi, ça ne change rien. Moi, je veux aider la femme qui a mal. Parce qu'il y a des femmes, si ça se trouve, moi j'ai de l'endométriose, je n'en sais rien. Je n'ai jamais eu de souci. Il y a des femmes qui vont vivre toute leur vie avec de l'endométriose sans avoir aucune douleur. Pas besoin de traitement ni de diagnostic. Et donc, moi, c'est plutôt ça. Je me suis dit, OK, c'est pour ça que j'ai un peu changé une partie de la recherche en me disant, OK, je vais aussi viser les femmes qui ont juste des dysménorrhées, donc des douleurs pendant les règles, qui ont peut-être aucun diagnostic. Donc, cette étiquette-là, mais je comprends que beaucoup de femmes disent, si, nous, on veut le diagnostic. Je comprends, mais je pense que cette volonté, c'est la facture à payer que la société ne lui a pas apportée pendant des années et des années et des années. Mais j'ai peur qu'on se retourne derrière ça en disant, ben voilà, elle a des douleurs de règles, mais elle n'a pas de l'endométriose. Et alors quoi? Du coup, c'est dans sa tête? Non. Donc voilà, c'est la chose que j'ai pu remarquer. Et après, dans les techniques, il y a de l'interne, de l'externe. Donc on peut faire de l'intravaginal aussi, qui peut parfois être efficace. Mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est que c'était... Alors souvent, il y avait pas mal de femmes qui avaient eu des troubles ou des sévices dans l'intimité qui n'avaient pas été respectés plus jeunes. Ça, on remarque. Et que donc, il y avait toujours un espèce de bagage et d'image, de fantasme sur le ventre ou sur les organes génitaux. Et donc, je pense vraiment que c'est multifactoriel parce que de nouveau, il y a des femmes qui ont beaucoup d'endo qui ne vont pas développer. Et donc, je crois vraiment que c'est un ensemble. Donc ça, j'ai remarqué, je me suis dit, OK, c'est bien de vouloir travailler sur son ventre, mais il ne faut pas oublier qu'il y a de la souffrance derrière et qu'il y a peut-être d'autres images qui arrivent et je pense que je ne serai jamais seule à me dire je vais trouver quelque chose pour soulager les femmes atteintes de dysménorrhée, par exemple, ou dyspareunie ou d'endométriose. Je reste persuadée que l'être humain est un être complexe qui doit être pris en charge de façon complexe avec des gens qui ont chacun leur formation. Totalement. Et moi, j'aime beaucoup, enfin, je ne sais pas si tu vas me rejoindre sur ça, mais j'aime beaucoup la vision de la santé en Chine qui paye leurs médecins pour ne pas tomber malade et qu'au moment où ils tombent malades, ils ne sont plus payés parce qu'ils ont mal fait leur J'avais lu ça. J'avais lu, c'est génial. J'aime beaucoup cette façon de penser puisque, comme tu dis, un être humain est très complexe et donc il doit être accompagné sur différentes parties. C'est pour ça qu'il existe les psychologues, les kinés, les ostéos, les médecins généralistes, les radiologues et tout ça, les cancérologues, les cardiologues, parce que c'est vraiment le corps est vraiment très complexe. Enfin, je veux dire, c'est un schéma, un objet, objet entre guillemets. Hein, je tiens à le préciser, je ne prends pas mon corps pour un objet, mais c'est vraiment quelque chose de très complexe. Et quand on voit que voilà, dans la population chinoise, très peu sont malades puisque justement ils sont suivis depuis leur naissance pour ne pas tomber malade. Je trouve que c'est quand même très bien. Enfin, je trouve qu'en tout cas c'est une très bonne vision. Donc je comprends tout ce que tu peux dire et peut-être que tu auras plein de retours qui seront pour ou contre toi. Et j'espère puisque ça pourra ouvrir la discussion. Et j'aime beaucoup quand la discussion. Du coup, puisqu'on en avait parlé, voilà, un peu avant qu'on avait discuté toutes les deux, tu avais parlé aussi de pouvoir aider les femmes à se libérer de cette culpabilité liée
autant à la douleur qu'à l'endométriose. On en a un peu rediscuté comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu des stigmates, des fausses croyances que tu peux rencontrer justement en tant que kiné, ostéo et puis actuellement dans tes recherches? Est-ce que tu vois un peu des mythes qui sont à déconstruire au niveau autant de l'endométriose, des douleurs menstruelles? Oui, mais c'est ce qu'on disait, c'est vraiment l'idée que les douleurs de règles ne sont pas normales. Alors moi, je vais avoir 40 ans, j'ai des amis autour de moi qui ont cet âge-là, et c'est vrai que des fois, elles m'entendent par Instagram ou quoi, par des posts, voilà. Et même elles encore vont me dire, non mais attends Aurélie, enfin, allez, on est entre nous là, c'est normal d'avoir du mal pendant mes règles. Et donc je rigole en disant, bah non. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on me pose souvent la question, mais à quel moment c'est normal, pas normal, cette douleur? Et donc, je réponds toujours la même chose à partir du moment où c'est une douleur qui t'empêche d'avoir une activité que tu as envie d'avoir, ça n'est pas normal. Donc, avoir un pincement dans le ventre et, comme tu disais très bien, que l'utérus se contracte, bah oui, il bosse, on le sent, il évacue quand même du sang. Et donc, du coup, de pouvoir se dire, si par contre j'ai mal et que je me dis, à cause de ma douleur, je ne suis pas capable de sortir avec les copains ce soir, ça va être compliqué d'écouter quelqu'un pour une conversation ou pour bosser, ça va être compliqué, eh bien, ça n'est pas normal. Et donc, c'est plutôt de déconstruire cette normalité que la femme a des règles et, pour enfin, les règles, elle a des douleurs pendant les règles. C'est ça que j'aimerais bien qu'on arrête de stigmatiser, comme si on était une petite chose fragile et que c'est normal du coup qu'on est plus sensible, plus émotive. Et j'ai envie de dire, mais en fait, on est ultra puissante. Pourquoi? Alors ça, c'est encore un de mes avis à moi, mais pourquoi dans certains endroits on muselle les femmes, on les couvre de la tête aux pieds et elles n'ont rien à dire et on leur enlève des droits et encore des droits et encore des droits? Pire qu'un animal, des fois, on se dit, waouh, ok, pourquoi on fait ça? Mais moi, j'ai cette croyance fondamentale qu'on est tellement puissante, qu'on supporte tellement de douleurs, qu'on supporte le fait on prête notre corps à un autre être humain qui est à l'intérieur et on risque sa vie pendant l'accouchement. Avoir des règles tous les mois et avoir ces douleurs et perdre du sang tous les mois, c'est quelque chose où je ne suis pas certaine que les hommes, là, un homme à l'heure actuelle, il y a des études qui ont été faites, où on leur fait sentir des douleurs de règles au niveau du ventre et qui tout d'un coup disent, qu'est-ce que c'est que ce truc? Enlevez-moi ça, c'est insupportable. Et on les regarde à l'air de dire, ah oui, et nous, on doit rester se taire et dire c'est normal. Et donc, il y a ce côté-là où j'aimerais juste qu'on reconnaisse que la femme a une puissance extraordinaire, qu'elle n'en est pas consciente. Je pense que certaines personnes n'ont pas envie qu'elle en soit consciente, qu'elle a des capacités extraordinaires, je trouve, et qu'elle se sente, qu'elle arrête justement, c'est pas on a ces changements hormonaux qu'on doit subir, qui ne sont pas, c'est pas un choix, on n'a pas choisi d'avoir ces changements hormonaux qui font qu'on a cette sensibilité. Et je vais vous donner un exemple que j'aime bien donner pour déstigmatiser un petit peu. Un monsieur, par une connaissance que je connaissais, a eu un cancer. Ils en est sorti, ça a été, mais il a eu un cancer important sur des organes qui géraient les hormones. Et un jour, il nous a dit, mais en fait, je vous comprends, l'autre jour, j'ai pleuré devant une publicité banale qui passait à la télé, je ne pouvais pas m'en empêcher, ça m'a retourné l'estomac. Et il disait, mais en fait, c'est ça que vous vivez comme variation hormonale? Je dis, oui, toi, tu l'as vécu une fois dans ta maladie, nous, c'est notre quotidien, en fait, depuis qu'on est tout jeune. Et donc, c'était marrant de voir cet homme tout interloqué en disant, waouh, ah mais c'est chaud parce qu'on ne peut pas contrôler en fait. Je dis, ben non, je ne peux pas contrôler, on essaye. Mais c'est comme ça. Et donc, peut-être plus d'empathie. Voilà, c'est cette stigmatisation que c'est une petite chose fragile et faible, la femme, et qu'elle a besoin d'être couverte, pas trop d'autonomie. Moi, je crois qu'il y a une peur de se rendre compte que la femme, elle est extraordinaire, elle est capable de beaucoup de choses. Et c'est elle qui supporte l'univers et le monde, en fait. C'est elle qui va. On sait que le lien mère-enfant est tellement important, même si le lien de n'importe quel coparent, de n'importe quel entourage est important. C'est pas ça qui fait tout, mais on sait en tout cas que ce lien est très très important. Et donc, plus les femmes seront bien respectées, entourées, avec beaucoup de bienveillance, plus elles apporteront leur amour et leur bienveillance envers d'autres, les enfants, les petits futurs êtres humains qui sont là. Et voilà. Et donc, je pense que c'est vraiment toute cette stigmatisation de la femme, mais qui commence à changer.
on a de nouveau des extrêmes, hein, un petit peu, qui commencent à changer un petit peu. Et moi, j'aspire à trouver un équilibre où chacun a sa place, en fait, et chacun est respecté avec. Vous savez, et dans la stigmatisation, on parlait de ça aussi, que il y a des études qui ont été faites comme ça. On voit des femmes et des hommes qui arrivent à l'hôpital avec des douleurs thoraciques. Mhm. Eh bien, les hommes repartent avec un bilan cardiaque. Les femmes, dans la majorité, vont repartir avec un anxiolytique. Or, les femmes ont plus de risques d'avoir un arrêt cardiaque. Et c'est Ah, fou. c'est Donc, les incroyable. études montrent ça, montrent qu'il y a du sexisme dans les milieux hospitaliers. Et il y en a partout, c'est un reflet de notre société. Mais donc, on se dit, mais mon Dieu! Et on interroge plein de médecins. Et il y a des études sérieuses qui ont été faites où on voit qu'effectivement, là, si on compare homme-femme, on voit vraiment que la femme, c'est du stress. L'homme, on fait un bilan cardiaque. Et donc, on passe à côté beaucoup de problèmes cardiaques chez la femme. En fait, on se rend compte par la suite. Donc, voilà, c'est un gros melting pot de stigmatisation qu'on a de la femme. Et les femmes sont persuadées aussi que c'est normal qu'elles aient mal, que c'est pas grave, que c'est comme ça. Mais parce qu'il y a toute une histoire derrière, je pense qu'il faut, de génération en génération, ça va se modifier, j'espère. J'espère aussi, et tu as totalement raison. C'est des croyances bien ancrées et ça commence tout doucement à s'ouvrir et plus on aura conscience que ce n'est pas normal et plus les générations futures, comme tu dis, sauront que c'est pas normal voilà, d'avoir mal ou d'avoir mal à la cage thoracique et de repartir avec des anxiolytiques. C'est pareil, ce n'est pas normal. Avec un bilan cardiaque, ça c'est normal. Donc, totalement. Et du coup, ça me fait penser, quel rôle penses-tu que l'éducation joue dans l'accompagnement des femmes, qu'elles soient atteintes d'endométriose, qu'elles aient de la douleur, ou encore du fait qu'elles repartent, je crois que ça m'a choqué, ça a été le choc de ma journée, voilà, qu'elles repartent de l'hôpital avec des anxiolytiques et comment tes recherches peuvent aussi contribuer à mieux informer ces patientes et également les personnes qui les entourent, parce que c'est très important, autant en tant que patiente de savoir que c'est pas normal d'avoir mal, c'est pas normal de se laisser dire que c'est normal, et les personnes qui sont autour de nous, leur dire c'est pas normal, il faut aussi comprendre que la douleur, c'est pas quelque chose qu'on doit normaliser et accepter. Oui, tout à fait. Je pense que, comme tu dis, est-ce que l'éducation a sa place complètement? C'est rigolo parce que donc moi je faisais dans le périnée et donc je parle à ma petite fille, elle a 9 ans maintenant, c'est une grande, mais depuis qu'elle est petite, on essaie de moi j'essaie de lui dire il faut te détendre quand tu vas aux toilettes, c'est des petites indications. Et pour parler d'éducation et de rapport avec ce que va vivre l'enfant, on voit clairement, quand j'ai des jeunes filles qui viennent, même des enfants qui arrivent parce qu'ils ont des troubles de la continence et que je parle à l'enfant et que j'explique aux parents, je vois la mère interloquée qui me dit ah bon, et donc il faut pas que je fasse ça, mais moi-même j'ai cette habitude pour aller uriner. Je dis bah oui. Donc on le sait bien, les enfants sont entourés, ils vont observer, et donc si leur propre maman pense que c'est normal d'avoir des douleurs pendant les règles, eh bien ils vont véhiculer ce message. Et donc je crois que ce qui est important, c'est au niveau de santé publique, il faut que l'information soit régulièrement, et donc c'est la communication. La transmission d'informations, moi j'essaie de faire à mon échelle avec mes étudiants en master, en kiné, en me disant, mais même si ça ne vous intéresse pas du tout, il faut que vous sachiez si vous avez des sœurs, parce qu'on dit endométriose, c'est une femme sur 10. Donc, il faut que vous sachiez que ça n'est pas normal. Et je pense qu'il faut matraquer de la communication. Et moi, je crois que ça doit faire partie, peut-être même des informations qu'ils ont à l'école, j'en sais rien. Mais au niveau éducation, il faut qu'il y ait une transmission d'informations. Les études qui ont été faites, c'était chez nous, je pense, en Belgique, où on a montré, on a essayé de comprendre les douleurs au rapport et on s'est rendu compte qu'en fait, pourquoi des jeunes générations de garçons étaient persuadés que c'était normal, vraiment. Ils pensaient que c'était tout à fait logique et c'était logique de forcer une femme, mais parce qu'ils avaient vu des films pornographiques très tôt où on voit des femmes qui se font forcer. Et donc disent, si, je l'ai vu, je sais que c'est normal, la femme, il faut la forcer un peu. Et donc, il y a tout ça à retravailler et je pense que c'est vraiment en libérant la parole, en arrêtant par exemple, je t'expliquais là en début que quand j'ai vu une de mes grandes sœurs avoir des douleurs terribles au niveau abdominal, elle avait ses règles, je ne le savais pas, j'étais toute jeune et que je l'ai vue et que ma maman m'a dit, fermez la porte et qu'elle m'a dit, tu comprendras plus tard pourquoi elle est comme ça. Et moi, ça reste dans ma tête, dans un jour, je vais comprendre plus tard que cette souffrance, ça a l'air quand même terrible. Personne n'en parle, il y a un truc complètement tabou, alors qu'on aurait pu, je pense, l'exprimer à
ce niveau-là avec moi, et on aurait pu en discuter. Et donc, je crois, c'est très tôt, très jeune, pouvoir. C'est pas facile pour la société, c'est d'accepter qu'on s'est planté, changer ces croyances-là chez les thérapeutes, chez les gens qui sont censés savoir, hein, chez les gens chez qui on va les poser la question, c'est normal et la mal. Que déjà le propre médecin dise comment ça, vous avez besoin d'un certificat médical pour votre fille, elle ne peut pas aller à l'école, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle est réglée, la mal au ventre. Ok, je vais le faire, mais sachez qu'il y a 12 prises en charge, elle peut être aidée, ça n'est pas normal, il faut l'aider. Voilà, déjà ça doit changer pour que le parent se dise, oui, ok, ça n'est pas normal ce que mon enfant vit. Et donc, il y a toute cette transformation transgénérationnelle qui va devoir se faire, mais qui va prendre, je pense, malheureusement du temps, mais qui peut se faire, la parole se libère. Et au niveau éducation, oui, je pense qu'il faut informer un maximum, que ce soit à l'école ou à la maison. Mais c'est pas facile, je pense, de pouvoir se dire quoi. Moi, on m'a dit que c'était normal. Donc, j'ai subi une injustice pendant tellement de temps par ma propre maman, mon propre école. Et donc, il y a tout ça que l'être humain doit être capable de revivre et de dire, OK, je ne veux plus que ça se fasse chez les autres enfants. Mais donc, c'est une remise en question qui va se faire progressivement, j'espère, oui. Totalement, totalement d'accord avec toi et sur le fait que, comme tu dis, ça va être long, mais Ouais. c'est souvent, alors souvent, je sais pas si tu le vois, mais il y a une nouvelle trend sur Insta ou TikTok, enfin, je suis sur Insta, donc ça sera sur Insta, d'un réel en fait qui passe, dire, bah voilà, ma grand-mère a été maltraitée, donc elle a maltraité ma mère, qui m'a maltraitée, et du coup moi j'ai un enfant et je décide de prendre conscience que je ne reproduirai pas le même chemin. Et ben là, c'est un peu pareil en fait. C'est prendre conscience aussi qu'en tant que femme, ok, on nous a dit que la douleur était normale, mais il faut pas faut prendre conscience que c'est pas normal et ensuite initier à nos enfants que la douleur n'est pas normale. Que ça soit un petit garçon qui peut avoir une petite sœur plus tard ou qui voit sa copine plus tard avoir mal, c'est un peu de douleur, lui dire c'est pas normal d'avoir mal, va en parler. Ou nos petites filles, quand elles vont avoir leurs règles, leur dire quand tu auras mal, faut que tu le dises parce que c'est pas quelque chose de normal de sorte de douleur, de pas pouvoir aller en cours parce que c'est insupportable, on peut pas se permettre de vivre correctement. Donc je suis totalement d'accord avec toi et oui, ça va prendre du temps, mais comme tu dis, la parole se libère et on va y arriver, on reste. Est-ce que tu pourrais nous dire comment la douleur chronique et les symptômes de l'endométriose affectent-ils la qualité de vie des femmes et comment espères-tu qu'avec les protocoles que tu peux tester actuellement, ça atténue cet impact? Oui, alors déjà dans la douleur chronique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un système nerveux qui envoie un signal de douleur quand il y a un truc qui ne va pas, hein, c'est une alerte. Ben, vous allez mettre votre main dans du feu, ça fait mal, hop, on va retirer, donc c'est très primaire. Et il se passe que quand on a des douleurs comme ça régulières qui viennent, au tout début, je prends un exemple d'une de mes collègues qui donne des cours sur la douleur chronique et j'adore, je trouve ça très imagé. Elle explique que quand vous avez une petite alerte incendie, vous savez, les petits dans vos cuisines là qui va sonner, biper. Non, je sais pas comment on appelle ça. C'est une alarme incendie? Oui, voilà, une alarme incendie. Oui, Voilà. Il faut imaginer que l'alarme incendie, c'est votre douleur. Et qu'en fait, au début, quand vous allez arriver, vous mettez une casserole, elle se met à brûler, il commence à y avoir de la fumée, elle s'enflamme, la fumée augmente, ça monte jusqu'à votre alarme incendie et paf, ça sonne, il y a douleur. Eh bien, quand on a une douleur comme ça qui vient de façon régulière, l'alarme incendie va commencer à s'allumer quand il y aura au tout début les premières fumées qui arrivent. Elle va être très sensible. Et puis, progressivement, quand la casserole va commencer à brûler. Et puis après, ce sera au moment où vous allez déposer la casserole. Et puis à un moment donné, ça va être juste au moment où vous sortez la casserole, vous ne l'avez pas encore déposée sur le feu, qu'il y a déjà l'alarme qui sonne. Et donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, ce n'est pas spécialement la lésion, on pourrait enlever la lésion, mais la douleur va continuer à sonner. Et vous aurez mal, vraiment mal. Mais pour autant, la lésion ne sera pas là. Et ça, c'est très compliqué. Et donc, ça veut dire que dans la douleur chronique, et l'endométriose, il y a deux façons, enfin, il y a deux types de douleurs dans l'endométriose. Il y a la douleur chronique,
sensibilisation centrale, elles ont mal depuis qu'elles sont toutes jeunes. Donc, elles ont forcément la sensibilisation centrale qui s'est mise en route, ce qui veut dire qu'elles vont être plus sensibles à la douleur pour plein de choses. Ça veut dire que leur alarme incendie va vite sonner pour beaucoup de choses. Et c'est pas de leur faute. C'est comme ça, elles auront vraiment mal. Hein. C'est pas une fausse douleur, c'est une vraie douleur. Mais donc, ça veut dire que là, on doit aller parler au cerveau et on doit aller l'éduquer, lui apprendre et lui dire au cerveau, regarde la casserole, elle n'est pas sur le feu, regarde. Et ça demande une disponibilité aussi cognitive de la patiente et de devoir comprendre c'est quoi une douleur. Donc, il y a tout un apprentissage qui doit être intégré et de comprendre c'est quoi la douleur, pourquoi il y a la douleur et d'expliquer. Donc, ça, c'est vraiment le système de douleur chronique. Il y a cette sensibilisation centrale, mais il y a aussi une sensibilisation périphérique. Donc, c'est pas si simple parce que oui, même si on enleverait la lésion, elles auraient encore des douleurs. Il se trouve que souvent, elles vont avoir intervention chirurgicale, des nouvelles lésions. Donc, on rallume l'incendie plusieurs fois. Il y a des vraies grosses lésions toutes nouvelles qui arrivent. Et donc, on a cette sensibilisation périphérique, soit par endométriose elle-même, par les inflammations, soit par la chirurgie, parce qu'on vient venir attaquer. Et donc, c'est très, 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 très complexe. Et donc, ta question de base, c'était si tu pouvais nous parler de comment les douleurs chroniques affectent la qualité de vie des femmes et comment les protocoles que tu peux tester actuellement pourraient venir les atténuer. Enfin, du moins, comment tu l'espères que ça pourrait venir les atténuer. Ouais. Et donc, comme il y a cette douleur qui est chronique, il faut comprendre que du coup, ça impacte tout le reste. On est plus nerveux, on est plus sensible à tout autre paramètre, on est moins résistant aux pathologies diverses qu'on peut rencontrer aussi parce que notre système est déjà tellement occupé avec la douleur. On peut être moins résistant émotionnellement à un tas de paramètres aussi. Le sommeil va être affecté. Et donc, on peut avoir la libido qui va être affectée. On peut avoir tout ce qui est le désir de manger, le plaisir, la digestion, les ballonnements, des symptômes que vont avoir les femmes aussi qui sont atteintes d'endométriose. Le ballonnement arrive. On a fait une étude avec une étudiante là en master. C'était rigolo. On demandait les symptômes qui les gênaient le plus. Et dans une des études, on a eu la fatigue qui revenait, c'était le plus. Et donc, ce que moi j'espère, c'est pour ça qu'on teste beaucoup de protocoles différents sur les mobilisations. Dans la sensibilisation centrale, qu'est-ce qu'on peut amener? Et donc, ça passe par simplement de l'explication, de la compréhension du patient pour remodifier les schémas qui ont été à l'intérieur. Et ça prend un petit peu de temps, mais ça se fait. Donc, ça, on va tester. Et puis, tout ce qui est fatigue, de voir si on diminue la douleur, est-ce que ça diminue la fatigue? Mais est-ce qu'on ne peut pas travailler sur le système orthosympathique et parasympathique qui régule pas mal de choses dans le système digestif, au niveau du nerf vague, dans tout ce qui va être aussi la fatigue et le stress, est-ce que si on agit pas que sur la douleur, mais sur ces différents facteurs, on ne va pas améliorer aussi tous ces paramètres-là? Donc le ballonnement, par exemple, moi je travaille beaucoup sur le système digestif. Et j'ai des chouettes résultats. On voit chez les femmes qui ont des ballonnements, qui ont essayé plein de trucs qui ne marchent pas, et par des techniques où on va venir simplement stimuler un petit peu, parce que tout ça est lié, en fait, tous ces symptômes qu'elles ont sont complètement liés, et on a tout un système digestif qui, on dit hein, que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau, qui va influencer énormément de choses. Et donc, je pense qu'on peut aider sur pas mal de paramètres différents, rien qu'avec des techniques d'ostéo et de kiné. Je pense qu'on peut, de nouveau, hein, je ne prends pas pour Dieu le Tout-Puissant. Je crois qu'on est capable, avec notre profession, d'aider une certaine partie, mais que ça reste une pathologie qui doit être multifacette. C'est-à-dire faire attention à ce qu'on mange pour avoir plus d'énergie, ça me paraît essentiel. Pouvoir aller vider son sac parce que vous souffrez depuis des années et d'avoir un psy qui peut vous écouter, à qui vous pouvez dire c'est quand même franchement pas juste et qui vous regarde dans les yeux, qui vous dit ouais non, c'était pas juste en fait, vous avez raison. Et de pouvoir souffler un petit peu, je pense que tout ça doit être travaillé vraiment de façon multi-professionnelle. C'est très, très important. Mais je crois que par toutes ces techniques, l'activité physique aussi, on sait que ça diminue la fatigue, mais il faut se sentir capable de vouloir faire de l'activité physique. Donc voilà, par toutes ces mobilités, on va pouvoir intervenir. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question ou pas. Ça répond très bien à ma question. Okay. Moi, en tout cas, j'ai très bien compris. Si vous avez la moindre question par rapport à ce que Aurélie vient de nous partager, n'hésitez pas à venir discuter avec moi ou même avec Aurélie. Je vous mettrai tous les liens pour la retrouver dans la description. Mais ça répond très bien, en tout cas, à tout ce que tu as pu, à ce que ça a pu, j'ai pu poser comme question. Et du coup, comment toi, en tant que spécialiste de l'abdominopelvien,
en particulier. Qu'est-ce que tu pourrais recommander justement aux femmes pour prendre soin de leur corps au quotidien, mais au-delà simple de la gestion des symptômes, de la douleur, etc. Vraiment pour qu'elles puissent potentiellement se reconnecter à elles, se reconnecter à leur corps et puis prendre soin de leur corps au quotidien. Je pense que la chose la plus importante, et c'est travailler toute une vie, j'ai l'impression, et qui est encore plus dur pour une femme, c'est d'être capable de s'écouter, de se respecter, c'est la machine à café qui s'arrête, de s'écouter, de se respecter, de s'entendre. Et ça, c'est extrêmement difficile parce qu'on pense qu'on a beaucoup, enfin, la société a des attentes envers la femme. Et ce qui est très compliqué pour une femme, moi je dis toujours qu'on est avec la culpabilité, une fois qu'on a un enfant, on reçoit en cadeau la culpabilité maternelle. Et donc de vraiment réapprendre à se dire, OK, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait pas du bien? Avec qui je me sens bien? Avec qui je me sens pas bien? À quel moment? De vraiment juste déjà être à l'écoute de à quel moment quelque chose me fait du bien, d'écouter cette petite voix, de mettre la culpabilité de côté, parce que plus on prend en tant qu'être humain soin de nous, meilleur être humain on est et meilleur on sera pour les autres. Et donc, c'est hyper important de s'écouter. Et donc, que ce soit pour des douleurs ou que ce soit pour je me sens pas bien, il y a un truc que je sens pas, cette situation ne me convient pas, il y a quelque chose qui ne me convient pas. C'est pas les hormones, c'est pas parce qu'on est des petites choses fragiles. Hein. Il faut s'écouter. Et si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Et plutôt que de le garder à l'intérieur, de le renfoncer bien loin, et ça ressortira à un moment donné peut-être même encore plus gros, peut-être simplement, moi je dirais juste, écoutez-vous 2 minutes. Vous n'êtes pas coupable parce que vous prenez soin de vous, vous vous écoutez pas. Et parfois, le corps a juste besoin d'exprimer quelque chose et ça ne nous arrange pas. On n'a pas envie d'être fatigué ou d'avoir moins de libido ou d'avoir des douleurs. OK, mais c'est que ça vient dire quelque chose. S'écouter. Mais je pense que moi, j'apprends encore ça tous les jours. C'est quelque chose de très complexe, je trouve. Se respecter et arrêter de culpabiliser. Merci. Merci beaucoup d'avoir dit tout ça. Je le partage quasi au quotidien, ce message. Et s'écouter, c'est l'un des points de départ. Alors, pour toute personne qui nous écoute ici, que tu as une maladie ou que tu n'as pas de maladie, écoute-toi. Ton corps est le meilleur messager pour ce qui se passe actuellement dans ta vie. Donc, si il te dit « je suis fatiguée », c'est qu'il a besoin que tu te reposes. Et donc, il a besoin aussi que tu prennes soin de lui. S'il te dit « je suis barbouillée », c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas sûrement pas passé ou qu'il y a quelque chose qui traîne. Écouter, c'est important. Et comme tu dis, il ne faut pas culpabiliser de prendre soin de soi, puisque prendre soin de soi, ça va nous permettre de pouvoir potentiellement prendre soin des autres. Et quand on est maman, c'est important de pouvoir prendre soin de son enfant, mais avant de prendre soin de son enfant, si nous, on n'est pas bien, c'est pas possible. Parce qu'on n'est pas forcément bien à l'écoute, on ne repérera pas forcément les bons petits systèmes d'alerte que le corps de notre enfant veut nous faire passer. Mais voilà, donc merci beaucoup d'avoir véhiculé ce message et d'avoir donné ces conseils pratiques à nos auditrices parce que c'est vraiment important. Donc, merci. Quels sont les espoirs pour l'avenir de la recherche sur l'endométriose que tu peux avoir comment tu vois un peu l'évolution de toute la prise en charge de cette pathologie dans les prochaines années? J'ai une vision très, très positive parce que, alors malheureusement, ça se passe souvent comme ça, mais c'est très à la mode, l'endométriose. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on va de plus en plus en parler. Il y a des modes, c'est horrible, hein, je déteste ce terme-là, j'ai envie de dire, alors quoi, on n'était pas à la mode avant. Mais ça veut dire que, en tout cas, parce que les gens en parlent de plus en plus, c'est ça que je veux dire quand c'est à la mode, comme les gens en parlent de plus en plus, eh bien, les gouvernements s'intéressent à ça aussi et commencent à mettre de l'argent là-dedans. Et donc, ça, c'est chouette parce que ça veut dire que le gouvernement, là, j'ai vu que ce soit en France et en Belgique, il déclenche plein de budgets pour la recherche, pour aider les femmes, les traitements au niveau de l'endométriose. Donc, je suis assez positive. Je crois qu'il va y avoir plein de mouvements dans les années prochaines. Et moi, je pense que d'ici 5 à 10 ans grand max, il y aura des remboursements, il y aura des protocoles qui seront établis un peu partout. Ça deviendra une pathologie qui va être reconnue. Nous aussi, c'est l'objectif, que ce soit reconnu comme une pathologie lourde et qu'il y ait des remboursements beaucoup plus importants pour ces patientes-là.
Et donc, je crois qu'on y est. On est à la porte de ça. J'espère y poser ma petite mini-pierre à l'édifice. C'est aussi pour ça que je le fais, parce qu'en me disant, mais plus on va publier, plus on va montrer qu'on est sérieux dans ses recherches, plus on va pouvoir dégager du budget pour aider ces femmes. C'est toujours le même objectif. Et donc, j'ai une vision assez positive. Je crois que, voilà, le pire est derrière nous. Et on va avancer et que grâce à des gens comme toi aussi, plus on va en parler, plus ça va changer les choses. Et malheureusement, ça coince toujours au niveau politique parce que c'est eux qui déclenchent les budgets et donc et qui vont aider ces femmes-là. Et donc, plus on va en parler, plus la société va en parler, plus ça va être à la mode, entre guillemets, plus les politiques vont en parler, plus il y aura des remboursements et mieux ces femmes iront. Oui, et ben, merci pour ce partage. J'ai juste une petite question du coup qui me vient. Donc pareil, ça a un rapport avec l'interview que j'ai pu créer ce matin, enfin tourner ce matin, pardon, j'ai perdu mes mots. Donc tu dis, ouais, c'est bien quand c'est à la mode parce que du coup, ça en fait parler et que le gouvernement, voilà, ça les interpelle et qu'ils vont mettre de l'argent dedans. Mais est-ce que du coup, tu n'as pas peur que en fait ce phénomène de mode soit justement trop à la mode et que ça décrédibilise un peu la pathologie, la maladie et en même temps les femmes qui ont cette maladie? Alors moi, je crois que l'être humain, il fonctionne toujours par des extrêmes. Je vais te donner un exemple dans mon métier où on m'a appris, moi, quand j'étais à l'école de kiné, qu'un dos c'était fragile et que pour porter une charge, il fallait fléchir les genoux, arrondir. Voilà, j'ai appris ça, qu'à nos patients, il fallait dire ça. Il y a quelques années, on a appris qu'en fait, pas du tout, qu'on s'en moquait complètement quand on portait une charge et qu'on n'allait pas avoir une hernie discale parce qu'on portait mal une charge et qu'en fait, on s'en foutait et que le dos était très puissant. Et donc, il y a plein d'études qui sont sorties. Et donc, on a complètement déconstruit ça. Et on en a parlé, mais comme si on avait découvert un truc de dingue, alors qu'il y avait quand même des choses assez logiques qu'on peut comprendre maintenant. Mais on en a fait qu'en parler, qu'en parler. On a parlé que de ça pendant un certain temps. Et donc, l'être humain, il va aller vers un extrême et je pense qu'il a besoin qu'on en surparle pour que ça s'équilibre après. Alors après qu'on discrédite, je me dis qu'en fait, on discrédite les femmes depuis toujours et que quelqu'un qui a envie de discréditer le fera. Et que donc dire, ah oui, alors ça on entend, enfin moi je vis dans un univers aussi, c'est un collègue assez machiste, où on entend, bah oui, alors ça c'est le nouveau truc à la mode, ça elles ont mal pendant les règles, endométriose. On aura toujours des gens qui vont parler comme ça. Moi, ça me rend dingue, hein. Je me retiens à chaque fois, je reste très zen. Je dis, ben, un jour, le cancer du testicule sera à la mode. Et à un moment donné, ça les ennuie parce que de nouveau, on met la lumière sur une erreur de la société qu'on a fait pendant tellement longtemps. Et qu'est-ce que c'est dur pour un être humain de dire ah, je me suis trompée. Je vois avec mes enfants, hein, je leur apprends, je dis tu sais, c'est pas grave de dire je me suis trompée, oui, je t'ai menti, oui, non, j'ai fait une bêtise. Mais c'est quelque chose qui nous arrache le cœur d'être capable de dire je me suis trompée. Et donc, moi, je pense que les gens qui essaient de discréditer, c'est juste qu'ils sont incapables de dire je me suis trompée parce qu'ils l'ont peut-être pas appris, parce qu'on leur a pas montré, parce qu'ils n'ont pas peut-être justement pu profiter de quelqu'un en face qui lui a dit mais c'est pas grave de se tromper. Et donc, c'est leur propre histoire à eux. Et donc, il y aura toujours des gens pour discréditer. Je pense que les femmes doivent rester, ça c'est un truc que j'ai envie de dire, soudées les unes avec les autres. Parce que alors, quand c'est les femmes qui s'occupent de se moquer d'autres femmes ou de discréditer d'autres femmes, ça c'est vraiment dommage. Et donc, je me dis, profitons du surf, qu'on en parle plus pour avoir des actions, mais ça ne sert à rien de stigmatiser ou de caricaturer ça. Et il y en aura toujours qui vont le faire. Et s'ils le font, il faut peut-être plutôt avoir pitié de ces gens-là en se disant, quel dommage en fait. C'est dommage qu'ils doivent discréditer des gens qui souffrent. Voilà, moi, c'est un peu l'idée que j'en ai. Il y aura toujours des gens qui vont discréditer, qui vont dire que laissons-les parler et puis avançons. Il faut surtout pas que ça nous retienne en fait, sinon on n'avancera jamais. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Donc, merci beaucoup pour ce que tu viens de nous partager. On va arriver sur la fin de la vidéo et j'aimerais, voilà, si tu peux envoyer un message d'espoir ou de soutien à toutes les femmes qui souffrent soit des dysménorrhées, soit d'endométriose et qui nous écoutent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? De ne pas rester seule, d'en parler
et de ne pas s'arrêter d'en parler tant qu'elles n'ont pas trouvé quelqu'un qui est à l'écoute et qui les aide. Et que si elles tombent sur des médecins, on dit qu'il faut 6 consultations pour une jeune femme qui a des douleurs menstruelles, les toutes jeunes. Il leur a fallu 6 à 7 consultations avant d'avoir quelqu'un qui leur a dit on va essayer de trouver une solution. C'est énorme. Enfin, je veux dire, 7 consultations, vous avez le temps d'abandonner 1000 fois en vous disant je laisse tomber, tant pis. Donc, continuez à chercher. Je vous assure que des thérapeutes qui sont bienveillants, qui sont à l'écoute, qui peuvent vous proposer, il y en a plein, je le sais, il y en a. Simplement, vous allez devoir passer, malheureusement, par le filtre et par des gens qui peut-être vont pas être à l'écoute. Donc, écoutez-vous et si ça vous convient pas, refaites des consultations, continuez à les voir en disant si, moi je sais, et moi c'est ce que j'ai souvent des patientes qui m'appellent en me disant on m'a dit qu'on ne pouvait rien faire pour moi. Et je dis, mais ce n'est pas vrai qu'on ne peut rien faire. Parfois, quelqu'un va se sentir démuni. Un chirurgien va lui dire, je ne sais plus rien faire pour toi. Parce qu'en tant que chirurgien, lui ne voit pas la solution. C'est pas parce que lui ne l'a pas que quelqu'un ne va pas trouver une autre solution avec son autre bagage pour pouvoir l'aider. Et aussi que c'est elles les expertes de leur corps. Je dis toujours ça à tous mes patients. C'est vous qui savez si ça va ou ça va pas. Nous, on est juste là avec notre petite mallette à outils, avec ce qu'on a appris, en testant les outils qu'on a. Mais ça ne veut pas dire que quand j'ouvre ma mallette à outils, que je dis non, j'ai rien pour vous, qu'il n'y a rien pour vous. C'est juste que là, alors, au moment même, le thérapeute que vous avez devant vous n'a pas les outils. C'est lui qui n'a pas les outils pour. OK, merci monsieur, merci madame. Vous changez jusqu'au moment où vous trouvez quelqu'un qui a une boîte à outils qui va vous correspondre, qui va vous parler et vous dire OK, ça me fait du bien et peut-être prendre plusieurs thérapeutes parce qu'il va falloir plusieurs petites boîtes à outils pour vous aider. Donc, se faire confiance, écouter et puis rien lâcher. Ne pas lâcher. Merci. Merci beaucoup pour ce dernier message qui est voilà, beaucoup bienveillant et en même temps qui est très puissant. Donc, merci beaucoup. Je tenais à remercier toutes nos auditrices aujourd'hui et potentiellement nos auditeurs, si vous êtes là, messieurs, pour leur écoute et pour leur partage. N'hésitez vraiment pas à partager cette interview et toutes les autres. Ça va donner encore plus de parole à toutes ces femmes qui n'osent pas et qui ont peur et qui ont mal, qui ne savent plus, qui sont perdues. Et à toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est, qui ne comprennent pas parce que justement, elles ne le vivent pas. Donc, ça peut aussi les aider à comprendre, à mieux vous comprendre, mesdames, qui sont dans ces parcours de soins. Donc, continuez à partager. Et je tiens à te remercier, toi, Aurélie, pour ton temps, pour ton énergie et pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. C'était tellement inspirant. Je dis souvent que je suis la première spectatrice et la première honorée dans toutes ces interviews et c'est la vérité. J'ai beaucoup de chance de pouvoir vous interviewer et d'apprendre encore davantage sur chaque femme que j'interviewe aujourd'hui. Potentiellement, il y aura des hommes, on ne sait pas, mais merci pour tout ton temps et tout ce que tu viens de nous dire. Je vais laisser le dernier mot de la fin à Aurélie et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode dans Chronique en Rose. Je te remercie pour tout ça. Je trouve ça très, très chouette. Et j'ai juste envie de dire que les femmes doivent juste se faire plus confiance. Faites-vous confiance et tout ensemble, on va bouger un max de choses. Merci beaucoup pour cette interview. C'était très, très chouette. Merci à toi, Aurélie. Bonne journée à toi. À bientôt. Bonne journée.